Fonction du premier degré suite, on va s'intéresser à la pente, graphiquement et puis ensuite par calcul. La pente, ça nous évoque déjà quelque chose puisque ça a été traité en trigonométrie. On va se rafraîchir un petit peu les neurones. Alors, dans le chapitre qui nous occupe, l'expression analytique d'une fonction du premier degré correspond à y est égal à mx plus p. La pente correspond à ce coefficient, appelé, et c'est pas pour rien, coefficient angulaire, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à sa valeur réelle ce coup-ci. Rappelons-nous, la pente d'une route, qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Eh bien, la pente d'une route est exprimée en pourcentage. C'est la valeur de son inclinaison par rapport à l'horizontale. Il s'agit du quotient entre la hauteur maximale et la distance horizontale. Rappelez-vous, on avait pris ce petit schéma et pour calculer la pente en pourcentage, il suffisait de faire le rapport entre la distance maximale verticale, à savoir 4,75, sur la distance horizontale, ici 25, ce qui me donne 0,19 transformé en pourcentage, cela me donnait 79%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que pour un déplacement horizontal de 100 mètres, on monte de 19 mètres. On avait fait l'analogie avec la trigonométrie parce que justement ce rapport correspondait à la tangente de l'angle formé entre la route et l'horizontale. Eh bien oui, regardez ici, ce rapport correspond bien à la tangente A, qui n'est rien d'autre que 4,75 sur 25, correspondant bien à 0,19. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ici, dans le chapitre fonction premier degré, je dois identifier non pas un pourcentage, mais un coefficient. Et ce coefficient appartenant à l'ensemble des réels, il se peut très bien qu'il soit négatif, voire même positif. Ce qui nous intéresse donc, c'est bien d'identifier la pente de la droite, soit son coefficient angulaire. Petit m qui appartient à l'ensemble des réels non nuls. Ça a une implication, c'est que soit m sera positif, et donc dans ce cas de figure, votre fonction est quoi? Croissante, soit ce petit m sera négatif, et dans ce cas-là, votre fonction sera décroissante. La définition de la pente d'une droite, ce coup-ci, correspond à la valeur de son inclinaison par rapport à l'axe des abscisses. Dès lors, il suffira d'établir le quotient entre votre déplacement vertical le long de l'axe des ordonnées, soit vous allez monter, soit vous allez descendre, sur le déplacement horizontal le long de l'axe des abscisses, soit vous allez aller vers la gauche, soit vous allez aller vers la droite. Partons d'un exemple. Vous avez une fonction du premier degré, on peut l'analyser très vite fait, elle est croissante, sens de lecture toujours gauche-droite, ça a un impact, ça veut dire que m que je vais identifier graphiquement sera positif. En plus, c'est une fonction qui ne passe pas par l'origine, c'est donc une fonction affine. Donc la pente correspond au coefficient angulaire et son symbole, c'est bien le petit m dans mon expression analytique. Vous vous souvenez, y est égal à mx plus p. Comment vais-je procéder? La première chose, c'est que vous devez cibler deux points dotés de coordonnées intelligentes. Ça veut dire des coordonnées composées d'abscisses et d'ordonnées entières, pas de virgule. Alors, je vais à la recherche de deux points stratégiques. Vous l'aurez deviné, il s'agit du point B et du point A. Ensuite, je vais tracer à partir, ça c'est un petit conseil, du point le plus haut, le déplacement vertical que je vais devoir opérer, suivi ensuite du déplacement horizontal, afin d'aller du point le plus haut au point le plus bas. Vous n'avez droit qu'à deux coups. C'est-à-dire qu'on va prendre non pas le chemin le plus rapide, aller de B
sur A, mais le chemin le plus long en respectant deux déplacements, un vertical suivi d'un horizontal. C'est-à-dire que nous allons tracer les cathètes du triangle rectangle de la pente. Eh bien oui, on va s'inspirer des fameux triangles rectangles utilisés pour calculer la pente en pourcentage. C'est parti. Donc si je pars de B, je me déplace verticalement de 4 petits carrés. Oui, mais mon objectif, c'est d'aller jusque A, dans un déplacement toujours vertical suivi d'un horizontal. Va alors ici se rajouter ce déplacement horizontal me permettant d'aller jusqu'à mon point A. Et j'ai bien ce fameux triangle rectangle de la pente. Oui, mais j'aurais pu prendre deux autres points stratégiques. Par exemple, ces deux-là qui apparaissent en mauve, dont les coordonnées sont faciles d'accès également. Dans ce cas de figure, pour tracer ce fameux triangle rectangle de la pente, je me déplace d'abord vers le bas jusqu'à l'abscisse 5 pour continuer horizontalement et atteindre l'abscisse -7. Ensuite, que vais-je faire? Eh bien, tout simplement, regarder le nombre de petits carrés correspondant à mon déplacement. Pour mon triangle de la pente verte, je me déplace vers le bas de 4 unités. Puisque je me déplace vers le bas, je le dote d'un signe moins. Si je m'étais déplacé vers le haut, je lui aurais apporté un signe plus. Ici, ce n'est pas le cas, je descends. À noter que vous ne pouvez jamais retourner en arrière. Le sens a toute son importance. Je continue toujours dans le même sens. Ici, mon déplacement horizontal correspond à 6 unités. Je me déplace ce coup-ci horizontalement. Donc, j'observe l'axe des abscisses. Lorsque je file vers la gauche, je me déplace vers les négatifs. Restera alors à établir le fameux quotient, le fameux rapport entre mon déplacement vertical sur mon déplacement horizontal, qui correspond à -4 sur -6. Convention d'écriture pour les fractions, pas de signe moins au dénominateur, rendre votre fraction irréductible. Le coefficient angulaire pour cette fonction sera donc 2/3. Vérifions maintenant si nous allons avoir la même chose avec mon deuxième triangle rectangle de la pente en mauve qui est semblable au premier. Ça n'est rien d'autre que son agrandissement. Eh bien, j'observe que je me déplace ici de 8 petits carrés. Et comme je descends, je lui attribue un signe moins. Je ne retourne jamais en arrière. Mon déplacement se fait toujours dans le même sens. Mon déplacement horizontal ici est de 12 unités et je file vers la gauche. Je lui attribue donc un signe moins puisque quand je vais vers la gauche sur mon axe des abscisses, je me dirige vers les négatifs. Reste à réaliser le rapport entre mon déplacement vertical -8 sur mon déplacement horizontal -12, j'obtiens alors, pour fraction irréductible, 2/3. Vous le voyez bien, c'est le même rapport que pour mon triangle rectangle de la pente en vert. C'est évident puisque ces deux triangles sont semblables. Alors, cette petite dia pour vous montrer que c'est vrai que je vous conseille toujours de partir du point le plus haut, mais on aurait très bien pu partir du point le plus bas. Qu'est-ce qu'on va observer au niveau du déplacement vertical? Au lieu d'une descente, c'est une montée. Et puisque vous montez, vous allez vers les positifs. Pour mon déplacement horizontal, on n'oublie pas que le sens est hyper important, on ne revient jamais en arrière, et donc ce déplacement s'opère ce coup-ci vers la droite. Et quand je vais vers la droite au niveau de mon axe des abscisses, je vais vers les positifs. Pour les deux autres points stratégiques pris sur la droite, il s'agissait de ces deux-là. Si je pars du point le plus bas, -7, eh bien, je monte également. Donc, si je monte, ça veut dire que le déplacement est positif. Quant au déplacement horizontal qui s'ensuit, je vais vers la droite
Et donc, à nouveau, ce sera un déplacement positif. Reste à quantifier ce déplacement. Pour mon premier triangle rectangle, je monte de 4 unités, je lui attribue un signe plus. Le déplacement horizontal reste de 6 unités, mais je lui attribue un signe plus. Cela ne va rien changer à mon rapport. 4 sur 6 me donne à nouveau une pente, un coefficient angulaire de 2/3. Vérifions avec l'autre triangle rectangle semblable de la pente, qui est en mauve. Je monte de 8. Puisque je monte de 8, je lui attribue un signe plus. Horizontalement, je vais vers la droite de 12 unités. Je lui donne un signe plus également. Si je réalise le rapport entre mon déplacement vertical sur le déplacement horizontal, j'ai la fraction 8/12 qui, de façon irréductible, correspond à nouveau à 2/3. C'est une autre façon de pouvoir identifier la pente de cette droite. Comment calculer maintenant la pente et donc le coefficient angulaire d'une fonction du premier degré? Eh bien, grâce à une formule qui nous dit ceci. La pente d'une droite correspond au rapport correspond à la division de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Oui, mais alors, ça correspond à nouveau à cette division entre un déplacement vertical sur un déplacement horizontal. Le déplacement vertical correspondra à une différence entre des ordonnées et le déplacement horizontal correspondra à une différence entre des abscisses. Mathématiquement, la formule c'est ceci. Petit m pour coefficient angulaire, est égal à delta y sur delta x. Delta y, ça veut tout simplement dire la différence de vos ordonnées sur delta x, la différence de vos abscisses. Imaginons 2 points, je l'appelle A et B. Eh bien, les premières informations pour les coordonnées du point A, les premières, j'ai généralisé ça ici sous vos yeux, x1, y1. Si je prends mon point B, c'est ma deuxième coordonnée, eh bien voilà, je généralise les coordonnées comme étant x2, y2. Oui, mais j'ai du bol parce que en fait, ces deux valeurs ici, je les ai. B vaut combien? Ben, B vaut pour abscisse 2 et pour ordonnée 6. Quant à A, abscisse moins 4 et ordonnée 2. Ben, il suffit de faire quoi? Ben, il suffit d'appliquer la formule. Donc A a pour abscisse moins 4 et ordonnée 2, B a pour abscisse 2 et ordonnée 6. Ma formule, c'est m est égal à delta y sur delta x. Il suffira de faire la différence entre mes ordonnées, 6 moins 2, et de faire pareil avec mes abscisses au niveau du dénominateur, à savoir 2 moins, attention, moins 4. 6 moins 2 me donne 4. 2 moins 4, ça fait 2 plus 4, ça me donne 6. 4 sixièmes. Convention d'écriture pour les fractions. 4 sixièmes, ça n'est rien d'autre que 2/3. Vous le voyez, à nouveau, c'est le même coefficient que nous avions déterminé dans les autres dias. Oui, mais si ça marche avec ces coordonnées-là, ça pourrait marcher avec d'autres coordonnées accessibles d'accès, des coordonnées intelligentes, bien sûr. Je pourrais prendre ce point-là, qui a pour coordonnées abscisse 5 et ordonnée, boum, 8. Ou encore ce point-là, qui a pour coordonnées abscisse moins 7 et ordonnée 0. Il suffirait de faire quoi pour calculer m? Eh bien, de choper d'abord les ordonnées, je fais la différence entre 8 et 0, et de faire pareil au niveau des abscisses, mais ce coup-ci qui vont apparaître au niveau du dénominateur. J'ai donc 8 moins 0 sur 5 moins 7, 5 plus 7, ce qui me donne 8/12, convention d'écriture, on réduit cette fraction, à nouveau ça me donne 2/3. Et voilà comment déterminer avec calcul votre coefficient angulaire.
Oui, mais alors, dans ma fameuse expression analytique de fonction du premier degré, y est égal à mx plus p. Je pourrais préciser celle-ci, c'est-à-dire que je connais m maintenant. M vaut 2 tiers. L'expression analytique de cette fonction du premier degré est alors y égale 2 tiers de x plus p. Oui, mais les gars, p, ça n'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine. Mais donc, il suffit d'aller cibler la valeur dans le graphique quand la droite intercepte mon axe des ordonnées. C'est parti. Et merde, j'ai pas de bol, vous avez vu? C'est pas vraiment dire que vaut mon ordonnée à l'origine. Mais c'est pas grave, on va voir comment compléter notre expression analytique, la peaufiner en déterminant par calcul cette ordonnée à l'origine. C'est parti. Il suffit tout simplement de faire quoi? Mais à nouveau, pour identifier P, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, on va remplacer X et Y, qui apparaissent ici en rouge, par des coordonnées intelligentes. Coordonnées intelligentes, ça veut dire des coordonnées entières. Et donc forcément, si j'arrive à quantifier X et Y, je vais me retrouver avec une équation du premier degré toute simple afin d'identifier P. Si je remplace X et Y par des nombres, c'est parti. J'ai ça comme possibilité dans mon graphique, moins 7, 0. A qui vaut moins 4, 2. B qui vaut 2, 6. Eh bien, je décide de prendre les coordonnées du point B. Elles me semblent bien sympa, mais vous auriez pu prendre n'importe quelle des coordonnées intelligentes ciblées sur votre droite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ces coordonnées dans mon équation. Vous allez me dire, ouh, on perd le fil. Quelle équation, madame? Pas de panique. Ben, celle-là. Celle qui correspond à l'expression analytique d'une fonction du premier degré. C'est parti. On a donc que y est égal à 2 tiers de x plus p. Le 2 tiers, on l'a déterminé, c'est le coefficient. Je vais donc remplacer y par sa valeur, 6, et je vais faire pareil pour x, c'est-à-dire qu'ici x vaut 2. C'est parti. Donc, que devient cette équation? Elle devient ceci. Jusque-là, rien de bien compliqué. Et là, qu'est-ce que vous avez, les amis? Une équation du premier degré. C'est toujours la même chose en maths. On finit toujours par résoudre des équations. Écriture équivalente. J'ai donc 6 étant égal à 4 tiers plus P. Je fais passer le 4 tiers de l'autre côté, il passe le égal, il change de signe. 6 moins 4 tiers égale P. On n'oublie pas comment on calcule avec des fractions. Ici, je dois tout mettre sous un même dénominateur. Je rééquilibre le 6 qui devient 18. 3 fois 6, 18. 18 moins 4 sur 3 égale P. P vaut donc 14 tiers. Et donc maintenant, que devient cette expression analytique finale? Y est égal à la pente que j'ai identifiée, 2 tiers de x plus 14 tiers. Et là, on en a fini. On a l'expression analytique complète, l'équation de droite pour cette représentation graphique. À vous de jouer maintenant.